Et si je vous disais qu'il existe un territoire au Canada plus grand que l'Allemagne, plus grand que le Japon, où il fait parfois moins 40 degrés Celsius, exactement moins 40 degrés Fahrenheit, le seul point où ces deux échelles se rejoignent, et où vivent aujourd'hui moins de 50 000 habitants au total. Un territoire où la peau exposée peut geler en quelques minutes, où on branche les moteurs de voiture à des radiateurs pour espérer les faire démarrer le matin. Avant de vous montrer les paysages qui vont suivre, abonnez-vous, parce que ce que vous allez découvrir sur le Yukon dépasse totalement l'idée qu'on s'en fait habituellement. Et je vous promets une chose. À la toute fin de ce voyage, vous comprendrez pourquoi certaines personnes venues ici pour une seule saison n'en sont jamais reparties. Car le Yukon n'a pas toujours été ce silence absolu qu'on associe aujourd'hui au Grand Nord. Il fut un temps où des dizaines de milliers de personnes se sont précipitées vers ce territoire, prêtes à tout risquer. En 1896, de l'or est découvert près de la région du Klondike, déclenchant l'une des plus grandes ruées vers l'or de l'histoire nord-américaine. En quelques mois à peine, des gens venus du monde entier prennent la direction du nord. Certains parcourent des milliers de kilomètres à travers un terrain hostile, des températures glaciales et des cols de montagnes mortels. Beaucoup arrivent totalement mal préparés. On raconte que des chercheurs d'or abandonnaient leur matériel le plus lourd sur les sentiers, incapables de le porter plus loin. D'autres survivaient avec presque rien, des haricots, de la farine, et le gibier qu'ils parvenaient à chasser. Un vieux dicton du Yukon affirme même que, dans les périodes les plus dures, certains faisaient bouillir du cuir simplement pour avoir quelque chose de chaud à avaler. Et voici ce qui rend cette histoire encore plus étrange. Cette ruée n'a duré que quelques années à peine, mais elle a transformé le Yukon pour toujours. Mais attendez, ce n'est pas le plus fou. De simples avant-postes de pionniers sont devenus, presque du jour au lendemain, des villes en pleine effervescence, remplies de saloons, de salles de jeux, de salles de danse, et de rues boueuses grouillant de prospecteurs persuadés qu'ils allaient devenir riches en une nuit. Sauf que la vraie fortune, la majorité des chercheurs d'or ne l'ont jamais trouvée dans les rivières. Elle s'est construite ailleurs, dans les mains de ceux qui vendaient les fournitures. Certains marchands sont devenus extrêmement riches simplement en vendant de la nourriture, des outils ou des vêtements chauds à des mineurs désespérés venus du sud. Et cette mentalité frontalière n'a jamais vraiment disparu. Aujourd'hui encore, une partie du Yukon garde cette dureté particulière, très différente du reste du Canada moderne. Les habitants sont habitués aux distances immenses, aux hivers impitoyables, à se débrouiller seuls. Dans les petites communautés, il reste courant de transporter du matériel de survie dans son véhicule en hiver, car les conditions météo peuvent basculer en un instant. Et la lumière elle-même devient un personnage à part entière dans cette histoire. En hiver, certaines régions du nord du Yukon ne reçoivent que quelques heures de clarté par jour. Le soleil se lève à peine au-dessus de l'horizon avant de disparaître à nouveau. Mais l'été, c'est l'inverse total qui se produit. Autour du solstice de juin, la lumière du jour peut durer presque toute la nuit. Certains décrivent ce phénomène comme déstabilisant au début, d'autres l'adorent absolument. Les habitants plaisantent souvent en disant que l'été est si court au Yukon qu'ils essaient de profiter de chaque seconde. Les campings se remplissent, les bateaux de pêche apparaissent sur les lacs, et les sentiers de randonnée s'animent brutalement après des mois de neige et de froid. Et la faune ici ne se contente pas d'exister en arrière-plan, elle domine littéralement le paysage. Le Yukon abrite des grizzlies, des ours noirs, des loups, des lynx, des orignaux, des chèvres de montagne, des caribous, et d'immenses troupeaux de mouflons de dalles. Les orignaux occupent une place particulièrement importante dans la culture locale. Les mâles adultes peuvent peser plus de 600 kg, soit plus de 1300 livres, et atteindre une taille bien supérieure à ce qu'on imagine. Les collisions avec ces animaux sont prises très au sérieux, tant elles peuvent devenir mortelles à cause de leur masse. Mais les histoires deviennent encore plus intenses lorsqu'on s'enfonce vers le nord. Certains travailleurs isolés et chasseurs racontent entendre des loups hurler la nuit, sans aucune lumière artificielle à des centaines de kilomètres à la ronde. Rien que le vide, l'immensité et le silence. Et c'est précisément ce silence qui a changé la vie de tant de gens. Beaucoup de ceux qui se sont installés au Yukon disent être venus pour une seule saison, et n'en être jamais repartis. Certains ont été attirés par l'exploitation minière, d'autres par le tourisme, la photographie, ou simplement l'idée de vivre quelque part qui reste véritablement sauvage. Une expression locale résume bien cet état d'esprit. C'est la terre qui décide si vos plans se réalisent ou non. Et cette réalité est encore bien présente aujourd'hui.
Des tempêtes de neige peuvent fermer des routes entières en quelques heures. Des rivières peuvent devenir dangereuses après de fortes pluies. Des feux de forêt peuvent ravager des zones immenses durant les étés secs. La nature garde toujours le dernier mot ici, et l'échelle du territoire rend cette idée encore plus frappante. Le Yukon couvre près de 483 000 km², soit environ 186 000 miles², ce qui en fait un territoire plus vaste que l'Allemagne ou le Japon. Pourtant, presque toute sa population tient dans une poignée de communautés reliées par de longues routes isolées, où il est parfaitement normal de rouler des heures sans réseau téléphonique. Mais préparez-vous, parce que ce que nous allons découvrir maintenant transforme complètement cette image de vide absolu. Car le Yukon cache des paysages qui semblent presque irréels, et tout commence à Whitehorse. Cette ville peut paraître modeste comparée aux grandes métropoles nord-américaines, pourtant elle concentre l'essentiel de la vie du territoire. C'est la plus grande communauté du Yukon, avec environ 30 000 habitants, ce qui signifie que la majorité de la population territoriale se trouve concentrée ici. Et malgré son isolement, Whitehorse déborde d'activités en été. Des hydravions survolent la ville, des randonneurs préparent des expéditions de plusieurs jours, et les anciens quartiers riverains conservent encore des traces de l'époque de la ruée vers l'or. Ce qui est fascinant, c'est que la ville a été entièrement façonnée par le fleuve Yukon. Avant l'arrivée des routes, des bateaux à aubes transportaient les habitants et les marchandises à travers ce paysage impitoyable. Certains de ces navires historiques sont encore visibles aujourd'hui, comme le célèbre SS Klondike, qui a transporté du fret durant les dernières années du transport fluvial dans le Grand Nord. Whitehorse profite aussi d'un avantage surprenant. Un climat relativement sec, les montagnes environnantes bloquant une grande partie de l'humidité venue du Pacifique, offrant ainsi bien plus de soleil que ce qu'on pourrait imaginer aussi loin au nord. Mais dès qu'on quitte la ville, le territoire redevient immédiatement sauvage. Le Canyon Miles paraît calme aujourd'hui, mais durant la ruée vers l'or du Klondike, cette section resserrée du fleuve Yukon représentait l'un des obstacles les plus dangereux pour les prospecteurs en route vers le nord. Avant qu'un barrage ne soit construit dans les années 1950, de puissants rapides s'écrasaient à travers le canyon, détruisant des embarcations et tuant des voyageurs inexpérimentés qui tentaient d'atteindre les champs aurifères. Le canyon lui-même a été façonné par une activité volcanique ancienne. Des parois sombres de basalte s'élèvent brutalement au-dessus d'une eau turquoise, créant un paysage étonnamment spectaculaire compte tenu de sa proximité avec Whitehorse. Cette teinte particulière provient de l'immonde glaciaire charrié depuis les montagnes environnantes, et par temps ensoleillé, l'eau semble presque briller contre la roche noire. L'une des histoires les plus célèbres de cet endroit raconte que des prospecteurs engageaient des guides autochtones expérimentés pour naviguer les rapides. Ceux qui tentaient la traversée seuls le regrettaient souvent amèrement. Certaines embarcations se sont fracassées en quelques minutes à peine, d'autres ont tout simplement disparu dans le courant. Et non loin de là, le Yukon révèle un tout autre visage. La réserve faunique du Yukon offre quelque chose de rare dans le Grand Nord. La possibilité d'observer certains des animaux les plus emblématiques du territoire sans avoir besoin de disparaître des jours entiers dans la nature sauvage. Répartie sur plus de 280 hectares, soit près de 700 acres, la réserve abrite des espèces que de nombreux visiteurs rêvent de voir à l'état sauvage, sans jamais y parvenir. Et certains de ces animaux sont bien plus imposants qu'on ne l'imagine. Le bison des bois, par exemple, peut peser plus de 900 kg, presque 2000 livres, ce qui en fait le plus grand mammifère terrestre d'Amérique du Nord. La réserve protège aussi des espèces profondément liées à la vie et à la culture autochtone du Nord, dont le caribou, le bœuf musqué, la chèvre de montagne, le wapiti, le lynx et l'orignal. Le lynx du Canada reste d'ailleurs particulièrement difficile à apercevoir dans la nature, malgré une présence répandue sur d'immenses portions du territoire. Mais plus on avance vers le nord, plus le paysage devient imprévisible, et c'est là que tout bascule. Le lac Laberge ne semble pas dangereux au premier regard. Un lac immense entouré d'une nature paisible, situé à environ 50 km au nord de Whitehorse, soit environ 30 miles. Mais ce lac traîne depuis des générations une réputation de tempête soudaine et brutale. Des vents violents peuvent se lever en quelques instants, transformant sa surface étroite et allongée en une mer agitée. Durant la ruée vers l'or, les prospecteurs redoutaient cette traversée, leurs embarcations en bois surchargées de matériel devenant extrêmement vulnérables dès que le temps changeait. Ce lac est aussi devenu célèbre grâce au poème de Robert Service, La crémation de Sam McGee,
l'une des œuvres les plus connues de la littérature du Yukon. Mais il existe une autre raison à sa notoriété, ce décor capture une facette plus paisible du territoire. Des pigargues à tête blanche tournoient au-dessus de l'eau, les forêts descendent jusqu'au rivage, et lors des soirées calmes, la surface du lac peut refléter le ciel presque parfaitement. La vallée Ibex se trouve à quelques minutes seulement de Whitehorse, et pourtant elle donne déjà l'impression d'être totalement coupée de la vie citadine. Cette large vallée est connue pour ses terres d'élevage paisibles, ses forêts ouvertes et ses panoramas de montagne. Ce qui la rend particulièrement fascinante, c'est la rapidité avec laquelle le paysage se transforme dès qu'on quitte la route principale. Des chemins de terre mènent alors vers des lacs cachés, de petits chalets et des sentiers empruntés par les habitants pour la randonnée, l'équitation ou la motoneige en hiver. Le nom de la vallée vient du bouquetin de Sibérie, même si cet animal n'a jamais été présent au Yukon. Les premiers colons trouvaient simplement que ce terrain accidenté rappelait des paysages où vivaient des bouquetins ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, cette zone est plutôt associée aux orignaux et aux ours noirs. Le lac Kusawa s'étire sur plus de 70 km, soit plus de 43 miles, à travers un paysage de montagnes, de forêts et de vallées glaciaires au sud-ouest de Whitehorse. Contrairement à de nombreux lacs célèbres du sud du Canada, Kusawa reste remarquablement préservé. Pas de grands complexes touristiques, pas de marina bondée, très peu d'habitations permanentes le long de ses rives. Le lac a été façonné par des glaciers il y a des milliers d'années, et sa forme étroite épouse presque celle d'un canyon inondé, suivant les vallées montagneuses environnantes. En été, on y vient pour pêcher la truite grise et l'ombre arctique, tandis que kayakistes et plaisanciers explorent les criques discrètes dissimulées le long du rivage. Mais cet endroit possède aussi une histoire bien plus ancienne. Pendant des générations, le peuple Tutchone du Sud a traversé cette région bien avant l'apparition des routes. Plus tard, durant la ruée vers l'or, certaines parties du lac ont été intégrées à des itinéraires de transport, permettant aux prospecteurs de s'enfoncer plus profondément dans l'intérieur du territoire. Un détail frappant reste la rapidité avec laquelle le temps peut changer ici, un ciel calme et ensoleillé pouvant brusquement se transformer dès que l'air froid commence à descendre des montagnes environnantes. Et ces mêmes montagnes finissent par s'élever jusqu'à l'une des plus vastes régions sauvages protégées d'Amérique du Nord. Le parc national et réserve Kluane protège certains des paysages les plus extrêmes du Canada. Il couvre près de 22 000 km², soit environ 8 500 miles², et abrite d'énormes glaciers, des champs de glace massifs et certaines des plus hautes montagnes du continent. Ce qui surprend le plus, c'est à quel point peu de ce territoire peut être atteint par la route. La majeure partie du parc reste totalement sauvage, accessible uniquement à pied, en avion, ou lors d'expéditions de plusieurs jours. Vue du ciel, l'échelle devient presque impossible à saisir. Des rivières de glace s'étendent sur des vallées entières tandis que des sommets acérés percent au-dessus des nuages. Cette région abrite également le plus grand champ de glace non polaire de la planète. À certains endroits, la glace atteint des centaines de mètres d'épaisseur et continue activement de façonner le paysage en dessous. Les glaciers réduisent la roche en une poudre fine qui donne aux lacs et rivières du Yukon leur teinte turquoise si particulière. La faune y est tout aussi impressionnante. Les mouflons de dalles se déplacent sur les pentes escarpées, les grizzlies parcourent les vallées, et d'immenses troupeaux de caribous migrent à travers certaines parties de la région. Le lac Kathleen fait partie de ces endroits qui poussent immédiatement les visiteurs à s'arrêter. Il se trouve en bordure de l'immense étendue sauvage de Kluane, et par temps calme, les montagnes environnantes se reflètent si clairement dans l'eau que le paysage semble presque inversé. Cette couleur intense provient de la farine glaciaire, ces minuscules particules de roche broyées par les glaciers voisins et en suspension dans l'eau. La lumière du soleil se reflète sur ces particules, créant les teintes turquoises saisissantes qui rendent de nombreux lacs du Yukon presque irréels en photo. Mais contrairement à de nombreux lacs alpins très fréquentés plus au sud, le lac Kathleen reste étonnamment calme. On y trouve aussi une faune surprenante. Grizzlies et ours noirs se déplacent dans les forêts environnantes, tandis que des mouflons de dalles peuvent parfois être aperçus sur les hauteurs voisines. En automne, des vents puissants balaient la vallée et la toundra change de couleur, offrant des teintes rouges et jaunes intenses le long du rivage. Mais attendez, ça devient encore plus étrange. Le désert de Carcross est souvent présenté comme le plus petit désert du monde, une affirmation presque impossible à croire compte tenu de son emplacement en plein cœur du Grand Nord canadien. Entouré de montagnes et de lacs glacés, cette étendue de sable balayée par le vent semble complètement déplacée.
La zone elle-même reste relativement petite, environ 2,6 km², soit près d'un mile carré, mais le paysage n'en reste pas moins saisissant. Ce qui est intéressant, c'est que techniquement, il ne s'agit même pas d'un véritable désert. Le Yukon ne reçoit pas les précipitations extrêmement faibles requises pour une classification officielle de désert. Ces dunes sont en réalité les vestiges d'un immense lac glaciaire qui existait il y a des milliers d'années. En disparaissant, ce lac ancien a laissé le vent façonner peu à peu les dunes que l'on observe aujourd'hui. La communauté voisine de Carcross entretient également des racines autochtones profondes, liées à la Première Nation Carcross-Tagish, dont l'histoire dans la région remonte bien avant l'arrivée des prospecteurs européens. Aujourd'hui, cet endroit attire les amateurs de randonnée, de surf des sables et de vélo de montagne. Le lac Emerald ne semble presque pas naturel lorsque le soleil le frappe correctement. Son eau brille d'un vert intense qui évoque davantage les tropiques que le nord canadien. Contrairement à de nombreux lacs d'origine glaciaire à la teinte turquoise, le lac Emerald tire sa couleur si particulière de la marne, un sédiment blanc riche en minéraux qui reflète la lumière du soleil à travers l'eau peu profonde. Situé le long de la route sud du Klondike, ce lac est devenu l'un des endroits les plus photographiés du Yukon. Pourtant, malgré sa popularité, il conserve une atmosphère nettement plus paisible que les lacs célèbres plus au sud, comme ceux de Banff ou Jasper. Les matins y sont particulièrement calmes, quand la brume glisse sur l'eau et que les routes restent presque désertes. Et non loin de là commence une ancienne voie ferrée qui grimpe à travers des cols de montagne autrefois décisifs. Il déterminait qui atteindrait les champs aurifères du Klondike et qui rebrousserait chemin. Le chemin de fer White Passen Yukon Route a été construit durant l'une des périodes les plus chaotiques de l'histoire du territoire, lorsque la nouvelle de la découverte d'or s'est répandue à travers toute l'Amérique du Nord à la fin des années 1890. Des milliers de prospecteurs se sont précipités vers le nord en direction du Klondike. Mais atteindre les champs aurifères s'est révélé bien plus difficile que prévu. La route du col White Pass est rapidement devenue tristement célèbre. Les prospecteurs devaient avancer dans la boue, la neige, des vents glacials et un terrain montagneux escarpé, tout en transportant d'énormes quantités de provisions exigées par les autorités canadiennes. Les animaux de bâtiment mouraient si fréquemment sur ce sentier qu'il a fini par recevoir un surnom glaçant, le sentier des chevaux morts. Pour résoudre ce problème de transport, des ingénieurs ont construit cette voie ferrée à écartement étroit à travers les montagnes, entre l'Alaska et le Yukon. Compte tenu du terrain, la construction reste un exploit remarquable. Les ouvriers ont creusé des tunnels dans la roche, bâti des ponts en bois au-dessus de falaises vertigineuses et taillé des rails directement dans des pentes escarpées. Encore aujourd'hui, ce trajet en train demeure spectaculaire. Et après avoir franchi ces montagnes redoutables, l'histoire du Yukon finit toujours par revenir vers le fleuve qui a façonné presque tout ce territoire dès l'origine. Le fleuve Yukon s'étend sur plus de 3000 km, soit près de 1900 miles, depuis la Colombie-Britannique jusqu'en Alaska en traversant le Yukon, avant de se jeter dans la mer de Bering. Pendant des siècles, il a représenté l'une des voies de transport les plus importantes du Grand Nord. Bien avant l'arrivée des routes, les communautés autochtones l'utilisaient pour voyager, commercer, pêcher et migrer selon les saisons. Plus tard, durant la ruée vers l'or, des bateaux à aubes y transportaient d'énormes quantités de marchandises et des milliers de prospecteurs. Des villes entières dépendaient du fleuve pour survivre. Ce qui surprend souvent les visiteurs, c'est le calme apparent de larges sections du fleuve. À certains endroits, le Yukon devient incroyablement large et lent, reflétant forêt et montagnes comme un miroir. Mais sous cette surface paisible se cache une puissance immense. Les crues saisonnières, les courants changeants et les rapides dangereux ont façonné la vie le long de ce fleuve depuis des générations. La pêche y occupe aussi une place essentielle. Le saumon chinook remontait autrefois des milliers de kilomètres depuis l'océan, formant l'une des plus longues migrations de saumon au monde. Bien que les populations aient décliné ces dernières années, le fleuve continue de jouer un rôle central dans la culture et l'écologie du Nord. Et plus en aval, une section du fleuve est devenue si dangereuse durant la ruée vers l'or que des voyageurs terrifiés préféraient parfois s'arrêter complètement avant de tenter la traversée. Les rapides Five Finger ont bâti leur réputation bien avant l'apparition de la navigation moderne dans le Nord. À cet endroit, le fleuve Yukon se resserre et s'écrase entre d'imposants piliers rocheux, créant des courants puissants et des vagues dangereuses qui terrifiaient les voyageurs en route vers Dawson City. Avant qu'un chenal plus sûr ne soit dynamité dans la roche au début des années 1900,
De nombreuses embarcations peinaient à survivre à cette section du fleuve. Certains prospecteurs engageaient des pilotes professionnels connaissant parfaitement les rapides, tandis que d'autres tentaient la traversée seuls, avec des résultats souvent désastreux. Des bateaux chaviraient, des cargaisons disparaissaient dans l'eau, et des voyageurs inexpérimentés perdaient parfois tout en quelques minutes à peine. Ces rapides ont été formés par une roche volcanique particulièrement résistante s'opposant au courant du fleuve. Plutôt que de le traverser directement, le fleuve Yukon s'est divisé en plusieurs chenaux étroits, créant cette apparence de 5 doigts qui a donné son nom au site. Encore aujourd'hui, en se tenant au-dessus du fleuve, on comprend facilement pourquoi cet endroit est devenu l'un des passages les plus redoutés du voyage vers le nord. Dawson City ressemble aujourd'hui encore davantage à une ville de pionniers qu'à une communauté canadienne moderne. En 1898, Dawson est devenue l'une des villes à la croissance la plus rapide de toute l'Amérique du Nord. Des dizaines de milliers de personnes affluaient dans l'espoir de trouver de l'or, transformant presque du jour au lendemain une bourgade isolée en une ville en pleine effervescence. Salles de jeux, saloons, salles de danse et magasins de fournitures fonctionnaient jour et nuit tandis que les prospecteurs continuaient d'affluer dans la région. Mais cet essor n'a pas duré. Une fois les gisements les plus accessibles épuisés, de nombreux mineurs sont repartis et la population de Dawson s'est effondrée de manière spectaculaire. Ce qui subsiste aujourd'hui reste l'une des villes de la ruée vers l'or les mieux préservées du continent. Une tradition locale étrange survit d'ailleurs encore ici, le cocktail Surto. Les visiteurs peuvent commander un verre contenant un véritable orteil humain préservé, et pour officiellement relever le défi, cet orteil doit toucher leurs lèvres. Cette tradition, née dans les années 1970, est depuis devenue célèbre bien au-delà des frontières du Yukon. L'exploitation aurifère se poursuit également autour de Dawson, avec des opérations modernes qui fouillent encore les ruisseaux et les vallées environnantes à l'aide de machines bien plus imposantes que tout ce que les premiers prospecteurs auraient pu imaginer. Et au-delà de ces anciens champs d'or, le paysage change à nouveau radicalement. Le parc territorial Tombstone présente l'un des paysages les plus spectaculaires de tout le Yukon. Des pics noirs et déchiquetés s'élèvent directement au-dessus de larges vallées de toundra, créant un décor si abrupt et sauvage que de nombreux visiteurs le comparent à une œuvre d'art fantastique plutôt qu'à un lieu réel. Le parc tire son nom de la montagne Tombstone, dont la silhouette sombre rappelait aux premiers prospecteurs une pierre tombale. Mais ce qui rend cet endroit véritablement unique, c'est sa géologie. Contrairement aux montagnes arrondies observées ailleurs au Canada, ces sommets n'ont jamais été entièrement recouverts par les glaciers lors de la dernière période glaciaire. Résultat, ils sont restés escarpés, rocheux et profondément érodés au fil de millions d'années. Cette région marque aussi la transition vers la toundra subarctique. Les arbres disparaissent peu à peu, remplacés par une végétation basse, des mousses et de larges vallées s'étendant jusqu'à l'horizon. En automne, la toundra s'embrase littéralement de rouge, d'orange et de jaune, attirant des photographes venus du monde entier. On y trouve également des grizzlies, des orignaux, des loups, des caribous et des aigles royaux. Le terrain y étant si ouvert, il n'est pas rare d'apercevoir ces animaux se déplacer dans les vallées, à des distances parfois considérables. Et une fois les routes pavées terminées au-delà de ce parc, le Yukon devient encore plus isolé. La route d'Ampsté figure parmi les plus isolées de toute l'Amérique du Nord. S'étendant sur plus de 730 km, soit plus de 450 miles, depuis le Yukon jusqu'à l'océan Arctique, cette route de gravier traverse montagnes, toundra et immensités sauvages, avec très peu de communautés sur son passage. Contrairement à la majorité des grands axes canadiens, de larges sections restent entièrement non pavées. Lors de fortes pluies, la surface peut devenir boueuse et difficile à négocier, tandis que l'hiver apporte tempêtes de neige, verglas et froid extrême. Les conducteurs transportent souvent du carburant supplémentaire, des pneus de secours et du matériel d'urgence, car l'aide peut se trouver extrêmement loin. Mais c'est le paysage qui rend cette route inoubliable. Elle grimpe à travers de hauts cols de montagne, traverse de vastes vallées de toundra, et finit par franchir le cercle polaire arctique. En automne, la toundra se pare de rouge, d'orange et d'or intense, offrant l'un des paysages les plus colorés de tout le Grand Nord. Les observations de faune y sont également fréquentes. Les caribous migrent par immenses troupeaux à travers la région, tandis que grizzlies et renards apparaissent parfois étonnamment près de la route. Et parce que les lumières artificielles y sont quasiment absentes, le ciel nocturne peut devenir absolument spectaculaire durant les mois les plus froids.
Et c'est précisément une fois la nuit tombée sur le Yukon que le ciel lui-même devient l'élément le plus extraordinaire de tout ce voyage. Les aurores boréales représentent l'une des principales raisons pour lesquelles de nombreux voyageurs choisissent de visiter le territoire durant la saison la plus froide. Par nuit claire, des rubans verts commencent à onduler dans le ciel, parfois dérivant lentement au-dessus des montagnes, parfois explosant en vagues lumineuses semblant recouvrir tout l'horizon. La science derrière ce phénomène s'avère étonnamment complexe. Des particules chargées venues du Soleil entrent en collision avec les gaz présents dans les hautes couches de l'atmosphère terrestre, produisant des éclats de couleurs qui peuvent apparaître verts, violets, rouges ou blancs, selon l'altitude et les conditions atmosphériques. Mais se tenir en dessous, en chair et en os, procure une expérience bien moins scientifique qu'elle n'y paraît. Ce qui rend le Yukon particulièrement propice à l'observation de ce spectacle, c'est la combinaison de sa latitude nordique, de ses ciels sombres et de son climat relativement sec dans certaines régions. Lors des tempêtes solaires les plus intenses, les lumières peuvent rester visibles pendant des heures, changeant sans cesse de forme au-dessus des lacs gelés et des forêts couvertes de neige. Voilà pourquoi le Yukon reste l'un de ces endroits presque impossibles à comprendre tant qu'on n'a pas vu de ses propres yeux à quel point il est immense et intact. Des villes nées de la ruée vers l'or aux rapides mortels du fleuve, en passant par les autoroutes arctiques et les montagnes enfouies sous la glace, ce territoire demeure plus sauvage que la quasi-totalité des lieux du monde moderne. Et c'est peut-être exactement ce qui le rend si fascinant. Parce que le Yukon n'a rien à voir avec des attractions bondées ou des monuments célèbres à chaque coin de rue. Il s'agit d'espace, de silence, de distance, de ce sentiment que la nature domine encore totalement le paysage qui vous entoure. Dites-moi en commentaire quel endroit de ce voyage vous a le plus marqué, et si cette immensité glacée vous a fasciné, notre prochaine exploration vous attend déjà.